Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV78 pour un nouveau point. Comme chaque jour sur l'actualité yvelinoise, voici les titres de cette édition du journal du 25 avril 2019. Plus de contraintes, moins d'atouts, les petites communes peinent à trouver des policiers municipaux. Les élus locaux espèrent une réforme du système de recrutement. Nous en parlerons tout à l'heure avec Sylvie Sevin-Montel, maire adjointe en charge de la sécurité à Villepreux. 200 000 personnes vivent avec la maladie de Parkinson. Nous avons suivi le quotidien de Pascal. Elle témoigne de ses difficultés. C'est notre portrait cette semaine. Et puis, en fin d'édition, nous irons sur les traces d'Harry Potter lors d'une rencontre de Quidditch, ce sport inventé pour les besoins de la saga qui se pratique maintenant sur les terrains yvelinois. Pour débuter cette édition, je reçois donc Sylvie Sevin-Montel. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Adjointe chargée de la sécurité à Villepreux et confrontée à des problèmes de recrutement pour votre police municipale, comme de nombreuses petites communes. Villepreux qui compte 11 000 habitants. Pourquoi est-ce si difficile aujourd'hui de recruter? Et est-ce que c'est propre à aujourd'hui, d'ailleurs? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, au niveau de la police municipale, l'aspect sécuritaire, c'est déjà une des priorités, une des préoccupations premières des Français. Ça, faut quand même déjà le redire. Donc, du coup, nous, en tant qu'élus locaux, vraiment, au niveau des territoires, c'est la proximité. Et c'est vrai que, du coup, nous, la sécurité, ça fait partie de nos priorités en tant qu'élus locaux. Ça, c'est le premier point. C'est vrai aussi que le contexte national sécuritaire, il y a toujours des menaces très, très accentuées, très marquées au niveau du terrorisme. Et ça, on peut pas l'occulter. Et donc, forcément, et alors, je ne vais pas parler de tous les attentats, mais depuis le Bataclan, ça a vraiment changé la donne au niveau des territoires. Et c'est vrai que la plupart des communes, de notre taille ou plus grande, renforcent leurs équipes de police municipale. Donc ça, c'est le premier point. Les polices municipales grandissent, se renforcent depuis déjà un certain nombre d'années. Le problème, c'est qu'on arrive à un point où il y a plus de postes que de candidats. Donc ça, c'est le premier point qui est logique par rapport à une situation, par rapport à ce qu'on vit actuellement. Le deuxième point, c'est qu'on a un problème de recrutement. Alors, le fait qu'il y ait moins de policiers municipaux que de postes, c'est une chose, mais quand vous voulez recruter, par exemple, un policier national, quelqu'un qui vient de la police nationale, qui vient de la gendarmerie, qui vient de la pénitentiaire, enfin, qui vient d'un autre corps que la police municipale, vous êtes obligé de le reformer. Donc là, je rentre dans le vif du sujet, parce que c'est là où on a fait... avec le maire, avec Stéphane Mirambeau, on monte au créneau, parce qu'on ne peut plus rester comme ça. Vous avez interpellé le président sur cette question, exactement, justement, sur cette question de la formation. C'est une formation de 6 mois déjà pour repréciser. 6 à 8 mois, parce que les congés, etc. Donc on peut arriver jusqu'à 8 mois. Donc quand vous prenez quelqu'un, vous embauchez quelqu'un qui vient de la police nationale, ça fait 15 ans qu'il travaille en police nationale, on ne peut pas dire qu'il ne connaisse pas son métier. Alors, qu'ils ne connaissent pas toute la législation de la police municipale, je veux bien. Mais 6 à 8 mois de formation pour quelqu'un qui est là depuis 10 ans ou depuis 15 ans au sein de la police nationale ou de la gendarmerie, c'est juste pas possible. On se dit au départ, c'est que tout ça, ce sont en plus des formations aux frais du contribuable, parce que c'est la commune qui paye, en plus de son salaire. Donc vous voyez un peu l'aspect financier aussi qui est très lourd. Et donc en plus, c'est pas très motivant pour des gens qui viennent d'un autre corps de sécuritaire, de se dire, ça fait 10 ans que je travaille sur le terrain, on me redemande de repartir en formation 6 à 8 mois. Donc il y a vraiment un problème de recrutement, c'est compliqué de recruter à ce niveau-là. De plus, on a un vrai problème aussi au niveau de la formation, parce qu'on a un organisme, c'est un organisme d'État, c'est le CNFPT qu'on connaît, quand on connaît la fonction publique territoriale, on fait appel au CNFPT pour la formation des agents, et alors là, on vous donne des dates, vous recrutez quelqu'un, ça peut être 1 an après la formation. Donc pendant 1 an, votre agent, il est avec vous. Mais il ne peut pas opérer sur le terrain. A priori, il n'y connaît rien, parce qu'il doit faire 8 mois de formation, mais il reste avec nous dans le service. Vous voyez un peu le côté complètement espèce de dysfonctionnement et d'aberration totale que nous, on subit depuis des années. Alors après, il part en formation, on ne l'a pas pendant 6 à 8 mois quand même. Donc il y a un trou au niveau des effectifs qui est très important. Là, aujourd'hui, la police municipale de Villepreux est en sous-effectif. Alors là, on est 4. Ils sont 4. 4, c'est pas assez. Avec le maire, ce qu'on souhaite, c'est avoir 6 agents. Donc on est en plein recrutement, en espérant que ça se fasse, que ça se décoince. Mais c'est pas parce que ça va, on espère aller un peu mieux dans quelques semaines. C'est sans arrêt. Il n'y a rien qui est pérenne. Parce que quelqu'un qui vous fait une formation de 6 à 8 mois peut très bien repartir du jour au lendemain une fois qu'il a fini. Alors là, c'est le fait qui se coule. C'est-à-dire que c'est déjà compliqué de recruter. Vous l'avez formé, ça a été difficile de recruter. On paye la formation, donc le contribuable, parce que c'est quand même le contribuable, c'est la collectivité. Et donc, du coup, après, il peut très bien s'en aller sans qu'il ne se passe rien. Il peut y avoir un petit dédommagement de la commune qui le récupère. Mais pendant ce temps-là, il faut recruter. Donc, on remet le pied. Donc, c'est très compliqué. Ça fait des années qu'on alerte au niveau au niveau local, plus au niveau local. Et c'est vrai que la plupart des communes, sur les Yvelines notamment, quand on en parle, on est tous confrontés à ce problème-là. Vous avez interpellé donc le président de la République, le Premier ministre. Quelle réponse jusqu'à présent? Et le ministre de l'Intérieur. On a eu des réponses assez rapidement.
Donc ça, c'était assez satisfaisant. On était assez contents avec Stéphane Mirambeau d'avoir un retour assez rapide. Le président de la République, c'est son cabinet qui a répondu en disant que bon, c'était très intéressant, qui transmettait ça au ministre de l'Intérieur. Bon. Édouard Philippe, Premier ministre, a répondu qu'il faudrait une concertation au niveau des statuts des agents, au niveau de la commission consultative des polices municipales. Oui, donc déjà, quand est-ce que c'est cette commission, on n'en sait rien. En tout cas, il a quand même stipulé que c'est quelque chose qui l'interpellait, qu'il en avait conscience, mais qui renvoyait le bébé aussi à M. Castaner. Donc là, et M. Castaner nous a répondu qu'il donnait le dossier au préfet. Donc voilà, on en est là. Et de votre côté, est-ce que vous avez pensé aussi peut-être à une mutualisation ? Certaines communes peuvent le faire, mutualiser cette police municipale ? Oui, c'est une piste, mais c'est une piste qui est longue à mettre en place. On est dans une période où la police municipale, nous, c'est une police de proximité. C'est un terme qui est utilisé aussi par le gouvernement, qui me plaît un peu moyennement, parce que nous, la police, elle est vraiment de proximité, elle est sur le terrain toute la journée. C'est une véritable force de sécurité qui est aux côtés de la police nationale, aux côtés de la gendarmerie. Donc la mutualiser, oui, mais ça va prendre un temps fou. Donc pendant ce temps-là, on ne peut pas rester les bras croisés. Alors c'est vrai aussi que on a un vrai sujet aussi, parce que et c'est ça qui doit déclencher avec Stéphane Mirambeau le fait qu'on réagisse, c'est qu'on a aussi la mairie de Paris. C'est ça qui a déclenché en fait. Oui. La mairie de Paris déclaré de son côté vouloir recruter 3000 agents. Tout d'un coup, Madame Hidalgo se prend une passion pour la police municipale, qu'elle a toujours détestée depuis toujours, et tout d'un coup, il lui faut une police municipale, elle veut recruter, je crois, 3000 ou 3500 agents. Oui, 3000, oui. Donc vous avez peur que ça absorbe tout le flux. Des municipales, personne n'est dupe. J'espère que les Parisiens ne sont pas dupes. Bon, c'est très électoraliste, n'empêche, c'est une réalité. Donc elle va nous, entre guillemets, c'est pas un très joli mot, mais elle va nous dépouiller de nos agents de police municipale. Donc c'est ça qui a déclenché notre envie de monter au créneau, d'alerter le président de la République et son gouvernement, parce que c'est ça en fait le sujet. C'est pas une réforme législative, c'est vraiment une modification de tout ce qui est administratif et au niveau donc c'est assez facile à faire. C'est pas très compliqué à faire. Il faut juste y coller et que quelqu'un prenne les choses en main. Et là aujourd'hui, juste pour conclure, vous nous dites que sur la ville de Villepreux, le recrutement va se faire ? Néanmoins, c'est en cours. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire. Alors, je rajoute quand même une chose, c'est que bien évidemment, on a alerté Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est quand même le deuxième personnage de l'État, qui nous a répondu très rapidement également qu'il allait saisir le ministère de l'Intérieur, et ainsi que ses colistiers, Sophie Primas, Alain Schmitt, Marta Tsidrack et Michel Laugier. Deux sénateurs, Alain Schmitt et Michel Laugier, ont posé des questions écrites au gouvernement. Donc voilà, on n'est pas tout seul. Et il y a aussi l'Union des maires des Yvelines qui est intervenue. Donc voilà, on attend beaucoup des retours du gouvernement, et rapidement. Merci d'être venu nous parler de cette situation sur le plateau. Je rappelle que vous êtes maire adjointe de Villepreux, en charge notamment des questions de sécurité. Merci à vous. Merci à vous. Politique et le Parti socialiste en déplacement pour les européennes au Mureau. Dans le cadre de la campagne, Éric Andrieux, député européen, candidat sur la liste Envie d'Europe, est venu découvrir la réalisation d'un nouvel écoquartier et souligner l'importance du local. Écoutez-le. L'Europe part du local, ça j'en suis convaincu. Je fais partie de celles et ceux qui défendent ce qu'on appelle le bottom-up, c'est-à-dire la phase ascendante, que l'Europe des citoyens se construit et qu'elle doit se construire à partir de projets urbains et de projets de territoire. J'ai un passé d'élu local, de maire, d'élu départemental, d'élu régional, et ce que je constate au niveau des politiques européennes, c'est que l'écoute n'est pas suffisante et que nous devrions nous appuyer sur ce type d'initiative pour favoriser l'échange des bonnes pratiques à l'échelle des villes de l'Union européenne. Européenne toujours du côté du Rassemblement national à présent. La liste des 79 candidats est maintenant officielle. Jordan Bardella, déjà conseiller régional d'Île-de-France, reste tête de liste. Et l'on retrouve également en 22e position Mathilde Androuet, la chef de file du mouvement dans les Yvelines, également conseillère régionale d'Île-de-France. Et en 69e position, le maire de Mantes-la-Ville, Cyril Naute. D'ici le scrutin, nous vous proposons d'entendre régulièrement les candidats sur leurs propositions pour mieux faire votre choix. Après Benoît Hamon, François-Xavier Bellamy, nous sommes allés rencontrer Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI. Parce que l'Europe, c'est le seul moyen, pour un pays comme le nôtre, pour nos pays, de se rassembler, d'avoir une puissance suffisante pour ne pas subir les grandes puissances continentales qui se sont installées dans le monde. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie et quelques autres. Séparés, nous allons les déborder. Et il n'y a pas que face à des pays, il y a aussi face à de grandes puissances économiques. Songez par exemple qu'en matière d'intelligence artificielle, Google, une entreprise américaine, seule, met 15 milliards d'euros sur la recherche cette année, pendant que nos pays séparés
27 pays mettent 8 milliards. Ça veut dire qu'on va être largué technologiquement si on ne se rassemble pas, qu'on n'a pas une politique industrielle commune. On a besoin également de se renforcer pour protéger nos frontières, pour un FBI et un parquet européen contre les terroristes et les grands trafiquants. On a besoin d'augmenter le budget de la politique agricole commune pour garantir notre autosuffisance alimentaire. Tout ça, nos pays n'ont plus le poids de le faire seuls. L'Europe est en danger. Elle peut disparaître contrairement à ce que tout le monde pense. Et une des raisons pour lesquelles, dans nos propositions, nous cherchons des éléments qui peuvent rassembler les Européens, c'est parce qu'il faut reconstruire cette unité comme Jacques Delors avait su le faire à un moment où l'Europe était déjà en difficulté, c'était dans les années 80. Nous proposons qu'il n'y ait plus de contribution nationale pour alimenter le budget européen. C'est 91 milliards qu'on rendrait à la France, mais c'est aussi beaucoup d'argent qu'on rendrait aux autres, remplacés comme à l'origine, comme du temps de Jean Monnet, par des contributions extérieures. Une taxe sur l'importation de carbone, qui rapporterait 70 milliards. Une taxe sur les transactions financières, une taxe très minime, 0,01%. Mais c'est bien normal qu'il contribue au fonctionnement de l'Union européenne. Il y a bien d'autres propositions pour faire avancer l'Europe, car si elle n'avance pas, nous subirons le poids, les intérêts du reste du monde. Et si ce sont leurs intérêts, c'est que ce ne sont pas les nôtres. Nous proposons une Europe qui se rassemble, qui soit capable, sur un certain nombre de sujets, de dire ça, on va le faire ensemble. Je prends l'exemple des bateaux. Le premier bateau à hydrogène autonome, il est français. On devrait mettre le maximum sur ce genre de technologie pour permettre, par exemple, que demain, on risque plus de marée noire, comme on en a vu encore il n'y a pas longtemps dans le golfe de Gascogne, parce que si un bateau fonctionne à l'hydrogène, si jamais il a un accident, c'est jamais que de l'hydrogène dans l'eau. L'hydrogène dans l'eau, c'est pas bien grave. Rassembler, on peut à la fois économiser les énergies, isoler nos bâtiments, développer la production d'énergie renouvelable et propre, et d'ailleurs en faire un secteur d'exportation vis-à-vis de l'extérieur. Mais on peut aussi utiliser le fait que nous sommes une grande puissance commerciale, nous achetons beaucoup de choses à l'étranger pour imposer nos règles, nos normes. Pour terminer cette page politique, un mot des municipales de 2020 à Poissy, où le collectif Poissy Demain, avec à sa tête Aymeric Vallespie et Nathalie Martin, ancien adhérent de La République En Marche, et l'association Vivons Notre Ville, qui compte 2 conseillers municipaux d'opposition, ont décidé de s'allier en vue de la future échéance électorale au sein de leur programme lutte contre tous les types de pollution, participation citoyenne au débat public et promotion du lien social et intergénérationnel. Le portrait de la semaine, à présent, il est consacré à Pascale Zimmermann, atteinte par la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative caractérisée par des tremblements au repos ou encore des lenteurs dans les mouvements. 200 000 personnes sont touchées en France. Manon Varaldo a suivi le quotidien de l'une d'entre elles. Pour ses 50 ans, le diagnostic est tombé. Pascale souffre de la maladie de Parkinson. Ça fait 9 ans que je sais que j'ai la maladie. Mais vraisemblablement, ça a débuté une dizaine d'années avant. Troubles du sommeil, rigidité dans ses mouvements, traits du visage qui se figent et perte de l'odorat ont donné l'alerte. J'avais un odorat extrêmement développé et tout d'un coup, plus d'odorat. Je me suis aperçue aussi que quand je marchais, j'avais un bras qui ne balançait plus. Et puis surtout les tremblements. Alors là, je cliquais n'importe où, j'arrivais pas à mettre la crème sur le visage, enfin à touiller la salade. Les difficultés du quotidien amplifient les symptômes de la maladie de Parkinson. Pascale a son échappatoire. Le stress accentue les symptômes de la maladie. Le bruit de l'eau, le bruit de la cascade, ça fait vraiment du bien. C'est mon petit coin zen. Imaginez les pieds, pas après pas. Peut-être des petites branches qui craquent. Sentir les odeurs et se laisser imprégner d'une énergie de renouveau, la pratique d'une activité physique douce aide à contrôler l'anxiété des malades et à diminuer leurs symptômes. Relâchez les mains et puis observez. Observez comment vous vous sentez. Elle est arrivée bien sûr avec ses douleurs, avec ses raideurs. Et puis à la fin de la séance, c'était vraiment flagrant, là elle tremblait plus à cet instant-là. Pascale prend de la dopamine toutes les 3 heures. Elle a ce qu'on appelle des périodes on-off. Quand je suis en fin de dose, alors là je vois la maladie qui ressurgit à grands pas.
Et alors j'ai l'impression d'avoir des boulets aux pieds, d'être complètement enfermée dans une cage. Pascale ne se renferme pas sur elle-même, elle reçoit ses amis, une préparation s'impose. Le tout, c'est de ne pas trembler. Les douleurs provoquées par la maladie peuvent modifier les rapports avec l'entourage. La proportion de personnes atteintes de dépression est beaucoup plus élevée avec la maladie de Parkinson que la moyenne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté et je suis très admirative de voir avec sa maladie tout ce qu'elle fait. Elle recule la maladie, elle la fait reculer, elle l'oublie, même si la maladie se rappelle à elle. Se confier à des personnes atteintes des mêmes maux, France Parkinson propose des rencontres pour échanger et s'informer. Pascale participe aux réunions de Rambouillet. À 59 ans, elle est consciente que cette maladie neurodégénérative a bouleversé sa vie. Ne dites pas « je ne sais plus faire ça ». Il faut dire « aujourd'hui, j'arrive à faire ça ». Persévérante, elle profite de chaque instant au maximum, ne sachant pas de quoi demain sera fait. 6, 7, 8. Déterminée, elle pratique la danse en ligne depuis 3 ans, un excellent exercice pour les personnes atteintes de Parkinson. La line dance ici, on apprend, vous avez vu, des chorégraphies avec des pas qui font entre 32 et 64 temps, par côté, par mur à répéter. Donc pour la mémoire, c'est énorme. Et ça, pour le cerveau, je pense que c'est vraiment important pour ces personnes-là. Pascale s'est fixé un objectif, réussir entièrement sa chorégraphie malgré la maladie et envoyer sa performance à France Parkinson. On reste dans le domaine de la santé avec la maladie d'Alzheimer et l'initiative d'un accueil de jour qui expérimente depuis 2 ans maintenant des solutions innovantes. C'est à Versailles. L'hôpital de la Porte Verte est le premier en France intégralement dédié à une prise en charge non médicamenteuse. Dégénérative, incurable, la maladie d'Alzheimer affecte gravement la vie des personnes. Mais ici, au centre de jour, à l'hôpital La Porte Verte à Versailles, l'ambiance est détendue. Une 60aine de patients viennent 1 à 2 jours par semaine. Donc on va avoir comme ça des activités qui vont pouvoir stimuler leur sensation de bien-être, stimuler aussi leur mémoire et puis aussi les maintenir dans un lien social avec des personnes avec qui elles peuvent partager certaines de ces activités. Dessins, lecture ou cerceaux, il y en a pour tous les goûts. Les loisirs sont adaptés aux désirs et aux capacités des personnes malades. Et on tourne. Pour améliorer ce service, un partenariat s'est créé avec le Living Lab. Depuis 2 ans, cette structure évalue les activités du centre de jour avec l'aide des principaux intéressés. On travaille donc en lien avec les professionnels et les usagers pour développer les interventions psychosociales ou les interventions non médicamenteuses en discutant avec les personnes. Le Living Lab teste déjà des activités comme la danse ou le tai chi. À terme, l'organisation compte faire des recommandations à l'hôpital. La maladie d'Alzheimer touche 900 000 personnes en France, soit l'équivalent d'une ville comme Marseille. Second invité de ce journal, le responsable jeunesse et citoyenneté de Manille-les-Hameaux. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Jusqu'à la fin de la semaine, vous proposez un défi sport au pluriel, à partir de 6 ans sur la commune. Comment se déroule déjà cette opération ? Alors cette opération a démarré hier matin, elle se déroule tous les matins et tous les après-midi, donc de 10h à midi et de 14h à 16h. Elle se déroule dans un gymnase de la ville, le gymnase Mauduit, et on accueille tous les enfants effectivement à partir de 6 ans et ce jusqu'à 13, 14 ans. Uniquement les enfants ou leurs familles doivent accompagner ? Alors les familles peuvent accompagner, il y a des enfants qui sont pris en charge par les centres de loisirs, par le service jeunesse, il y a des enfants qui viennent aussi tout seuls. Quoi qu'il en soit, on demande toujours au moins un numéro pour avoir un contact, voilà. C'est la première organisation de ce type sur la commune, non ? Le but, c'est à chaque fois d'avoir peut-être des activités aussi et pas faire, on va dire, un centre de loisirs classique pendant les vacances ? Oui, c'est ça. Ça, c'est la 2e édition du défi sport. C'est un événement qu'on essaye de créer, de maintenir dans le temps. Et effectivement, ça permet aussi de proposer aux jeunes de la ville un petit événement un peu particulier, festif. Voilà. Et ça relie différents services, enfants, sport, jeunesse, citoyenneté. Donc ça veut dire qu'il y a une petite partie d'éducation aussi, éducative qui se déroule. Oui, on essaye toujours à travers nos actions d'avoir une dimension éducative pour transmettre quelque chose aux enfants, leur faire découvrir quelque chose, enfants et jeunes d'ailleurs. Donc oui, effectivement, tous les services là sont concernés par cet événement. Ce sont des défis, quel type de défis ? Alors il y en a plein, il y
de l'adresse, de l'équilibre, des jeux de force, des jeux d'équipe, des jeux de réflexion. L'idée étant, c'est de pouvoir mélanger tous les publics. Donc on a des équipes mixtes avec des petits et des plus grands pour que ce soit déjà équitable. Et puis tout le monde se rencontre sur toutes les épreuves. Et ça marche plutôt bien, justement. Les grands viennent aider les plus petits. Il y a une certaine fraternité qui s'installe un peu entre tout le monde. On se rend compte que c'est un rôle que les grands aiment bien endosser en fait. Ça les responsabilise, ça les valorise. Et puis des fois on a besoin des petits, des fois on a besoin des grands. Donc ils se rendent compte aussi que la différence est importante et que ça fait la force de l'équipe. Ça a été lancé en début de semaine, vous l'avez dit. Fréquentation plutôt bonne. Ça marche bien. Plutôt content. Pour le moment ça va. Ça marche bien. Et ça se terminera vendredi soir, ce sera le grand final, c'est ouvert à toutes les familles. On accueille toutes les familles de 19h à 21h, histoire de pouvoir partager avec ses enfants un moment un peu ludique. Il y aura un espace restauration, tenu par une association solidaire de la ville, la marche à suivre. Et donc ça risque d'être vraiment très très sympa. Avec un laser game. Un laser game qu'on fait venir spécifiquement pour les événements. Ce sera uniquement pour cette opération-là ? Oui, il vient demain et on le ferme après la soirée. D'accord. Alors c'est sur inscription ou pas ? Petit renseignement pratique pour les familles qui pourraient suivre. C'est ouvert uniquement aux familles de Manille-les-Hameaux peut-être aussi, pour bien préciser. Oui, clairement. Par contre, non, il n'y a pas d'inscription particulière. Vous pouvez venir à partir de 19h. On sera là pour vous accueillir et puis pour vous proposer des animations. Voilà pour les animations de cette semaine et ce défi sport qui se clôturera pour les familles de Manille-les-Hameaux vendredi soir. La semaine prochaine, d'autres rendez-vous aussi ? La semaine prochaine, des programmations au service jeunesse, au service enfance, au service des sports aussi. Donc encore plein d'activités à faire pendant les vacances. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous parler de cette initiative de la commune de Manille-les-Hameaux. Merci à vous. Cool. Et si vous aimez les défis sportifs, justement, pourquoi ne pas tenter une partie de Quidditch ? Je ne sais pas si vous proposez ce genre d'activité sur Manille-les-Hameaux. Si, ce sport inventé par l'auteur de la saga Harry Potter a aujourd'hui même sa propre Coupe du Monde. Et le week-end dernier, il y avait un tournoi au Clé-sous-Bois organisé par le seul club yvelinois. Manon Varaldo. Le Quidditch est un sport de balle issu de la célèbre saga Harry Potter et se pratique avec un balai. On utilise nos balais à nous, bien moldus, donc ça reste des tubes en PVC qu'on garde entre nos jambes pour garder l'handicap en fait du balai sur le terrain. L'objectif est d'avoir plus de points que l'adversaire en marquant un maximum de buts et en attrapant une balle magique, le vif d'or. Le gardien doit protéger les 3 anneaux et venir en renfort pour soutenir les poursuiveurs. Ce sport regroupe plusieurs disciplines. La magie du Quidditch, c'est de pouvoir mélanger plusieurs sports pour en créer un nouveau. Et après, on est sur des manipulations de balles, sur du dodgeball en américain, on est sur de la manipulation de ballons de volley, sur de la course au foulard pour le vif d'or. Donc c'est plein de petits détails de sport mélangés en un seul. Créé il y a 1 an et demi, le club des Headless Hunt a participé à sa première compétition officielle. Samedi, 3 équipes se sont rencontrées au championnat national de Quidditch sur le stade Beltramini des Clés-sous-Bois. Cette année, on a pu participer. Et les autres équipes ont été sympas de venir nous voir donc aux Clés, de recevoir chez nous pour la première fois et de permettre à montrer aux Clés que on est les seuls dans le 78. Donc on a un monopole et un privilège à avoir. Le club comprend 14 licenciés seniors et une dizaine pour son équipe junior. C'est un sport mixte. C'est assez atypique et quand j'ai vu le club au forum des associations, je me suis dit quitte à faire du sport, au moins c'est atypique, ça me plaît et j'aime ce côté-là. Les Headless Hunt se fixe un prochain rendez-vous, un tournoi de Quidditch pour la lutte contre le cancer du sein. Une idée de balade si vous êtes moins sportif pour les prochains jours. Stade Dampierre, le château a rouvert ses portes au public, les portes du parc, une initiative portée par le nouveau propriétaire Francky Muliez, fondateur de l'entreprise Kiloutou et qui a fait l'acquisition l'an dernier du domaine. Marilène Yapichino et Nicolas Dandry pour les images. Au beau milieu d'un parc forestier de la vallée de Chevreuse, la nature se laisse écouter. On est au cœur de la campagne et donc du coup, on entend ces oiseaux. Si on a de la chance, c'est arrivé quelquefois, on voit les chevreuils passer là. Et puis on a cette vue sur le château, isolé, au calme. Le château de Dampierre a rouvert son parc au public. Depuis le 30 mars, il offre une balade familiale sur un territoire à l'histoire royale. L'histoire, c'est la famille de Luynes qui devient duc de Chevreuse et qui, à partir de ce moment-là, peut construire le château avec Julien d'Armansart qui permet après à cette famille d'imposer son pouvoir sur cette vallée de Chevreuse et d'y recevoir la cour de Versailles. Un aménagement permet aujourd'hui des balades en calèche, en rosalie ou en voiturette de golf et même sur l'eau, sur les pas de Louis XV.
Imaginez des chaloupes qui, depuis le château, sont arrivées avec des embarcations de part et d'autre, et une grande fête a eu lieu ici. Et donc ce pavillon sur l'île est vraiment extraordinaire. Alors il faut qu'il soit restauré, évidemment, mais il est vraiment extraordinaire parce que c'est cette petite folie posée au milieu de l'île. Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Surprise dans les hangars, un ensemble de calèches et voitures hippomobiles sont conservées. 5 d'entre elles sont exposées au public en attendant l'ouverture prochaine d'un musée dédié. Et donc du coup on a exposé des coupés de gala, des calèches, jusqu'au break de chasse qui était tout le train hippomobile pour la vie quotidienne des ducs et duchesses de Luynes au XIXe siècle. Le château de Dampierre était fermé depuis 2016. Les Yvelinois peuvent de nouveau investir ce patrimoine de 1749. C'était toujours un moment en fait très privilégié parce qu'on passait vraiment ce moment à pique-niquer et ensuite à jouer au football. Donc j'ai vraiment des souvenirs vraiment enrichissants. De nouveaux souvenirs qui se construisent dans ce parc en attendant l'ouverture du château lui-même. Ces travaux de rénovation sont actuellement à l'étude. C'est la fin de ce journal. Dans un instant sur TV78, le 7-8 loisirs avec Marilène Yapichino pour vous y des sorties. Nouveau point sur la formation locale, ce sera demain, vendredi, dès 18h avec le 7-8 hebdo. Il sera principalement question des annonces du président en compagnie de la députée yvelinoise Béatrice Piron. Très bonne soirée.